Something I do in hiking that I wish I did in my everyday life is listen better. I listen way better when I'm hiking, to the wind, to the birds, to my own thoughts. I wish I carried that same listening power into my daily routine, my daily area. Moi, c'est le rythme. Le rythme de la rando, se lever avec le soleil, se coucher tôt, qu'à la maison, on traîne, on se couche tard le soir, tout ça. Là, on vit au rythme du jour, de la nuit, des besoins du corps, dormir, manger, des rythmes essentiels, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on n'arrive pas à faire dans la vie parce qu'on a plein de contraintes. Et dans la rando, on n'a pas ces contraintes-là et je trouve ça trop génial, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a aussi peut-être la facilité de contact avec les gens, d'aller au devant des gens qu'on rencontre, c'est peut-être plus facile. On le fait plus facilement quand on est à pied, quand on randonne, quand on voyage à pied, que peut-être dans la vie de tous les jours. C'est aussi une éventualité. Non, je n'ai rien qui me vient à l'esprit pour le moment. Y a-t-il une chose que vous faites en randonnée et que vous regrettez de ne pas faire dans la vie de tous les jours? Donc, comme je le disais avant, les moments en famille. On est là, on échange des moments en famille, on discute, on oublie tout le train-train de la vie quotidien, les devoirs, les engueulades, qu'est-ce qu'on mange, tout ça. On profite du moment présent sans se soucier du train-train quotidien, quoi. Et c'est ces moments-là qu'on n'arrive pas à déconnecter dans la vie de tous les jours. Ouais, voilà, essayer de sortir un peu des téléphones portables et de ces trucs-là. Ouais, essayer de se déconnecter, quoi. Et eux? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites en randonnée que vous ne faites pas tous les jours? Que vous regrettez, que vous l'avez fait? Oui, on voit des animaux, donc parfois, quand on dort en tente, le soir, avant de dormir, on sort un peu, on prend les lampes et on voit s'il y a des animaux qui se baladent. Qu'est-ce que tu veux dire? Et moi, c'est pour manger des cerises ou d'autres trucs comme ça qu'on n'a pas chez nous. Oui, c'est vrai que quand on se randonne, on trouve aussi plein de nourriture, des mûres sauvages, des framboises sauvages, des cerisiers avec des bonnes cerises. Voilà, ouais, on avait fait une vidéo sur le tour, c'était quoi Vaucluse. Le tour du Vaucluse, voilà, et on était dans les champs de cerisiers, on cueillait les cerises et tout, on voudrait aller voir, c'est sur la chaîne. Y a-t-il une chose que vous faites en randonnée que vous regrettez de ne pas faire dans la vie de tous les jours? Alors, dans la vie de tous les jours, c'est le temps de vivre, d'apprécier sa journée, quoi. Et puis de se déconnecter. Et bien c'est ça aussi, d'être dans des endroits grandioses, de vivre des moments passionnants. Ça, dans la vie de tous les jours, on l'a pas tellement. C'est boulot, dodo, quelque chose comme ça, vous voyez. Mais en rando, c'est vraiment autre chose, quoi. Et si je pouvais le vivre tous les jours, ce serait vraiment génial. Mais voilà, c'est faire de la rando que je regrette de ne pas pouvoir faire tous les jours. Y a-t-il une chose que vous faites en randonnée que vous regrettez de ne pas faire dans la vie de tous les jours? Bah oui, prendre mon temps. Voilà, ça c'est un truc, c'est presque un luxe de nos jours. Prendre son temps, s'asseoir et contempler. Alors vous me direz, dans la vie de tous les jours, il y a peut-être un petit moment dans la journée où on peut faire ça, mais on est tellement pris dans le rythme quotidien que
ça nous vient même pas à l'esprit. Et je pense que ce serait salutaire de le faire. Ouais. À méditer, ouais. Le matin, on domine la vallée, le soleil se lève. On voit petit à petit apparaître toutes les couleurs de la forêt. Donc on va descendre au fond de cette vallée pour voir la cascade du Nidec. Et puis juste au-dessus, on les aperçoit là, les deux châteaux. Alors concernant ce rocher du Hirschfeld, il y a une légende ici. Vous connaissez certainement de nombreuses légendes concernant des dames blanches. Eh bien sur ce rocher, il y en a une. Selon cette légende, donc, il serait fréquenté certaines nuits par une dame blanche dont les plaintes serviraient à attirer le voyageur vers elle. Et un jour, un sapré gaillard, comme on dit vers chez moi, entendit ses plaintes et se rendit donc au rocher de Hirschfeld. Il trouva la dame blanche et celle-ci lui tendit une clé en lui disant: va au château, creuse et trouve le coffre au trésor, tu l'ouvriras avec la clé et tu pourras prendre autant d'or que tu veux. Ne t'inquiète pas, sur le coffre il y a un monstre, ne te fais pas de soucis, lorsque tu t'approcheras avec la clé, ce monstre disparaîtra. Mais n'oublie pas, lorsque tu te seras servi, ramène-moi la clé absolument pour me délivrer de mon sort. Alors à ce moment-là, le voyageur prend la clé, se rend au château, creuse et effectivement trouve un coffre avec un horrible monstre gravé dessus. Et en approchant la clé, ce monstre s'évanouit. Le coffre s'ouvre, il est rempli de pièces d'or et de pierreries. Avide, le voyageur se précipite pour remplir ses poches, ses vêtements du plus de pierres et d'or qu'il peut en porter. Il veut en prendre tellement qu'à la fin, il prend encore 2 poignées et du coup, il ne peut pas reprendre la clé du coffre. Il se sauve en courant, revient vers la dame blanche et celle-ci pousse un cri en le voyant arriver sans la clé. Aussitôt, tout son or et ses pierres disparaissent en poussière. Vexé, le voyageur s'enfuit et depuis, on entend certains soirs toujours la dame blanche se plaindre pour qu'un autre voyageur vienne enfin la délivrer de son sort. Voilà. Bon, c'est une petite légende, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est sympathique. Voilà l'arrivée sur la cascade du Nidec, bien aménagée avec les escaliers. Il y a une chose que je regrette de ne pas faire dans la vie de tous les jours, c'est prendre du temps. Prendre du temps pour soi-même, prendre le temps. Le temps c'est important, on n'a qu'une vie, on ne re-signera pas derrière, une deuxième. Donc il faut savoir un peu de temps en temps se poser et se dire non je vais pas faire comme ça. Et moi la randonnée, c'est ce qu'elle m'apporte. Eh bien, je trouve que les moments de contemplation en randonnée nous font extrêmement de bien. Ça repose vraiment l'esprit, ça nous recharge. Et typiquement, c'est vrai qu'une fois le bivouac posé, le soir, quand on a le corps qui est un peu fatigué de la journée de marche, c'est vachement chouette, je trouve, de se poser et juste d'être silencieux. Et c'est là parfois qu'on peut avoir des belles chances d'observer un chevreuil, un renard, une martre qui passe. C'est des moments assez magiques. Et ouais, en fait, ça fait un bien de fou de contempler, et je trouve ça dommage dans la vie de tous les jours de ne pas réussir plus facilement à s'imposer justement des temps, s'autoriser à ne rien faire. En fait, c'est très mal vu de rien faire dans notre société, t'es jugé à ce que tu produis, à ce que tu possèdes, tout ça, mais être, en fait, tout simplement, c'est important. Et juste être, ça peut faire un bien de dingue, et c'est dommage de ne pas réussir à faire ça un petit peu tous les jours, s'autoriser au moins un moment de 10 minutes. 20 minutes de contemplation quelque part, un joli coin qui nous plaît, au calme. Voire même fermer les yeux, contempler les yeux fermés, c'est un peu la définition de méditation, mais ça fait beaucoup de bien.
Alors il y a une chose que je fais en rando et que je regrette de ne pas faire dans la vie de tous les jours, c'est de prendre son temps, tout simplement. De profiter de l'instant présent pour pouvoir prendre un maximum de plaisir. Prendre un peu de force. Je suis à peu près à la moitié de la rando là. Pour paraphraser Philippe Noiret dans Alexandre le Bienheureux, il faut prendre son temps. Il faut prendre le temps de prendre son temps. Sinon, c'est le minimalisme de la vie itinérante. Dans mon sac, chaque chose à sa place, chaque chose à son usage. Je n'ai effectivement que le strict nécessaire, mais chaque fois que je rentre chez moi, je rentre dans une maison trop grande, pleine de trop de choses, inutiles, et puis surtout qui est au même endroit tous les jours. Et ouais, dans la vie civile, non, je suis pas minimaliste. J'ai des fatras de choses inutiles, alors que dans la vie itinérante, je n'ai que le strict nécessaire. Et puis sinon, ce que je fais dans la vie itinérante que je peux pas faire dans la vie civile, c'est ingurgiter les quantités de calories que je m'autorise à bouffer quand je suis sur les chemins, où là on a une dépense énergétique énorme, donc on a des besoins caloriques énormes, on en profite, on va prendre 2 grandes pizzas au resto, on va prendre des glaces, on va prendre des cerveaux, on va se faire plein de nourriture plaisir. Mais dès qu'on rentre à la maison, faut arrêter. C'est dangereux. Voilà, c'est les 3 petites choses de la vie itinérante que j'aimerais pouvoir faire dans ma vie civile, mais techniquement, c'est pas toujours possible. Question 5. Hiking, alone or with others? Mostly alone. I love solo hiking and the freedom that it gives you. You can make your own decisions. You can have your own meals. You can get up when you want to get up, and you can go to sleep when you want to sleep. And sometimes for me, that's 8 o'clock. But I do enjoy the odd escapade with friends, and I will be going on one in the Maritimes of Canada this fall with some other YouTubers. And looking forward to that as well. But mostly, my experiences are solo. Et depuis qu'on s'est mariés, qu'on s'est rencontrés en marchant, on a toujours marché tous les deux. Hein. On a marché avec nos filles aussi, hein. Quand elles étaient en âge d'être à la maison, maintenant elles le sont plus. Mais en fait, moi j'ai du mal à concevoir de marcher sans Pascal. Il y a une chose importante, c'est le rythme. Et nous, on a la capacité de marcher ensemble et pas à plusieurs centaines ou dizaines ou centaines de mètres l'un de l'autre. Je crois que à partir du moment où on a trouvé cet équilibre-là et le fait qu'on va marcher au rythme l'un de l'autre, c'est compliqué de le faire avec d'autres personnes. Alors nous, on l'a fait avec des amis. Sur des distances plus ou moins longues, mais effectivement jamais sur la totalité de nos traversées. Quand on fait des traversées sur 25, 26 jours de marche, voilà, je pense que c'est compliqué de le faire avec d'autres personnes qui ont l'habitude de marcher. Voilà, ce jour-là, on n'a pas prévu de faire un hébergement en dur, mais pourtant on va le faire parce que c'est les aléas du jour, et voilà. Donc ça change des plans, voilà. Entre nous, il n'y a pas de souci. Avec d'autres personnes, on a déjà rencontré des petits couacs avec d'autres personnes. Voilà. Donc nous, on marche ensemble. On sait comment l'autre marche et
on n'a aucun problème avec ça. Puis on se connaît vachement, quoi. On se connaît tellement qu'on sait que s'il y en a un qui a un problème, il n'a pas besoin de le dire, on va le savoir avant même qu'il le dise. Et donc, à nous deux, on a des grandes capacités d'adaptation mutuelle. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous permet de faire des grandes distances et de pas nous disputer en randonnée, parce que s'il y a un endroit où on se dispute jamais, c'est sur les chemins. Encore une fois, je ne vais pas être très original, mais je vais vous dire, ça dépend. Pour les randos à la journée, j'aime bien partir avec des amis, ou aussi pour des petits bivouacs d'une journée, d'une nuit, avec des amis, la famille ou autre, c'est très agréable, même si je peux partir en randonnée solo à la journée. Mais en tout cas, pour l'itinérance, le trekking, j'aime bien partir seul. Pourquoi? Puisque ça me force à faire des rencontres et à m'ouvrir aux autres sur le chemin. Et on va peut-être randonner, faire des rencontres, etc. sur le chemin. Alors que si on part avec des amis ou un groupe, on va plus rester dans son cercle fermé. Ce que je trouve un petit peu dommage. Bon, ça y est, on est parti. Je suis à Hendaye. Je suis en train de longer la baie là pour aller jusqu'à la gare. Où là, après, on traverse la ville. Il y a beaucoup de routes au début. Puis après, on commence les petits chemins. Alors allez, c'est parti. Donc là, je suis monté en haut d'Hendaye, enfin pas totalement encore, mais ça grimpait pas mal. On est à 3-4 km, je crois. Là, il y a la baie d'Hendaye. Puis si on tourne, là-bas, je crois au fond, c'est Biarritz. Et derrière les arbres, ici, il y a la Rune, mais bien plus loin, au moins à 15-20 km. Donc voilà, on va passer par ce petit sentier. On va quitter les routes. Et là on a monté, on a fait tout le tour comme ça. Ici, tac. Et voilà. Je suis parti en avance par rapport à mes deux compères de voyage, parce qu'ils avancent un peu plus vite que moi, donc le matin je pars un peu avant eux. Et ils me rattrapent au fur et à mesure. Mais là ils me rattrapent pas trop. Après ils font plus de pauses, moi non. Parce que je me dis si je fais des pauses comme eux, ils vont me rattraper très vite. On a passé à Irati il y a un petit moment. Et là on vient de faire une variante qui raccourcit de 1 heure. Et qui évite de passer par les crêtes. Et on passe dans un chemin forestier. Et il y a des petites murs dans les ronces. Trop bon. Donc question 5. Pour vous la rando, c'est à plusieurs, seul ou à plusieurs, et pourquoi? On commence par Luc. Bah pour moi c'est à plusieurs. Pourquoi? Parce que on pourrait le faire seul, mais à plusieurs c'est un peu plus amusant. Parce qu'au moins on peut passer un peu plus des moments ensemble. Moi je préfère à plusieurs parce que j'ai peur d'être dans les forêts tout seul. Ouais, seul, c'est bien aussi, mais seul, moi quand je randonne seul, par exemple, je suis dans mes pensées, je réfléchis beaucoup, mais bon, à plusieurs, c'est bien, parce que ça fait un moment de partage aussi, tout ça, non? Moi je suis d'avis aussi, seul, c'est des moments, c'est bien, où on peut vraiment se vider la tête, se penser qu'à soi, mais en famille ou à plusieurs, mais après à plusieurs, ça dépend avec qui, quoi. Vraiment des personnes avec qui on a beaucoup d'affinités, mais je trouve qu'en famille, c'est des moments d'échange. Ou alors avec des amis très proches ou de la famille très proche où on peut effectivement plus se ressouder. Ça permet de ressouder des liens parce qu'on vit des moments intenses qu'on ne vit pas dans la vie de tous les jours. Oui, donc seul non, parce qu'on randonne en couple. Bah toi, tu pourrais. Oui, moi je pourrais, hein. Je suis un solitaire, donc mais ça va. Tu l'as jamais fait pour l'instant? Non, pour l'instant je l'ai pas fait, mais je vais bientôt être en retraite, donc je pense que je vais le faire. Déjà, nous randonnons en couple, parfois en famille. On ne se voit pas plus de... Enfin, voilà. on va essayer cet été, donc on verra, mais on connaît, on sait de la famille, donc du coup, ça fait pas pareil que d'être en groupe. Voilà, en groupe déjà, je pense que on parle de trop quand on marche. Il y a trop de monde. Ça me désespère un peu quand les personnes parlent en haute montagne, quoi. Alors qu'on est là plutôt pour le calme. J'aime bien marcher sans se parler, quoi. De temps en temps, mais pas. Voilà.
Bon, après, partir seul demande quand même un mental fort hein, pour ceux qui partent seuls. Alors qu'à deux, on peut se motiver dans les moments difficiles. Hein. Bah, ça dépend si tu pars aussi pour plusieurs jours ou pas, mais Bah, enfin, surtout, je veux dire, oui, c'est long. Un jour. Oui, je parle de le côté mental. Si on part 7 jours ou la traversée des Alpes tout seul, faut avoir du mental, quoi. Tout seul qu'à deux, bon, c'est plus facile, quoi. Hein, quand il y en a un qui va pas, bon, on remonte le moral de l'autre, quoi. Enfin bon, nous, ça va toujours bien, plus ou moins. Enfin, ça nous a déjà arrivé, mais voilà. Oui, ça permet de s'entraider s'il y en a un qui commence à fatiguer ou à avoir... Enfin, voilà, bon. Voilà. Moi, je ferais pas seul, de toute façon, ça c'est sûr. Je suis pas solitaire, enfin voilà, je me vois pas. Moi, j'aime bien partager après avec la personne quand même. Parler de ce qu'on a vu, enfin voilà. Et puis... Et elle sait pas lire une carte. Je suis pas très douée, non, pour lire, surtout de randonnée. Avec les reliefs et tout, je suis pas très... J'avoue, hein. Puis voilà, j'arrive pas à organiser, enfin j'organise pas spécialement moi non plus, donc les randonnées, tout ça, je laisse... Voilà, moi je fais tout au clé en main. Faire. Voilà, je fais même la papate au bivouac. C'est ses vacances, c'est les vacances de madame. On va dire ça comme exactement. Ça. Je m'occupe de tout. Ouais, je marche et puis voilà. J'ai eu pratiquer les deux. Seul, c'est bien, on se recentre sur soi-même, on s'évade l'esprit, on est plus ouvert aux rencontres, à discuter avec des inconnus. Voilà, quand on est à plusieurs, on est plutôt dans la bulle du groupe, mais on s'ennuie moins, on bavarde, on s'éclate, on plaisante, enfin tout ça quoi. Donc, moi j'aime bien les deux en fait. Chaque, comment dire, qu'on soit seul ou à plusieurs, ça apporte des choses, mais différentes de l'un ou de l'autre. Donc vraiment, les deux sont complémentaires, je dirais, pour vivre les pleins aspects de la rando. Pour vous, la rando, c'est seul ou à plusieurs? Pourquoi? Bah, les deux, mon capitaine. Habituellement, je randonne plutôt seul. Je fais des sorties aussi sur plusieurs jours avec des camarades de marche. J'apprécie tout autant les deux. Donc moi il n'y a pas vraiment de préférence, puis même lorsque je marche seul, c'est l'occasion aussi de faire des rencontres sur le chemin, et des rencontres fortuites et qui sont toujours très intéressantes et très sympathiques. Alors moi je randonne seul ou avec mon chien Newton. Tout simplement je randonnais avec ma femme et mes enfants ont grandi, ne veulent plus trop suivre papa. Oui. Malheureusement c'est ça. Ma femme elle a des problèmes de santé, donc elle peut plus me suivre. Donc on fait des petites marches, mais entre 3 et 5 km, mais pas plus. Donc ça je filme pas, et puis c'est des instants, on va dire, privés. Mais toutes les grosses randonnées, ou dès qu'on commence à marcher beaucoup, ou en montagne, elle me suit plus, donc je randonne seul. Et actuellement, j'ai un projet de l'Exatrek et la première partie, je l'ai attaqué avec mon chien, Newton. C'est le seul qui sait encore me suivre, et encore, il commence à être âgé. Bon, il a 8 ans, mais bon, c'est pas c'est déjà bien pour cet âge-là, et je lui ai fait faire 103 km en 4 jours, donc voilà pourquoi je randonne seul, ou avec le chien. Même si j'aime bien être en bonne compagnie, je marche très souvent seul, parce que je trouve qu'au final, c'est ce qui est le plus immersif. C'est ce qui fait le plus de bien, c'est ce qui nous connecte le plus à l'environnement, parce qu'il y a le silence. Tout simplement, on est beaucoup plus réceptif à tous les bruits qui nous entourent. Et ça nous met vraiment dans l'instant présent, ça met dans une forme de... peut être dans un état un peu flottant et assez jouissif. Donc, et après, j'aime bien marcher avec d'autres personnes. Et c'est beaucoup mieux quand elles sont de nature un petit peu contemplative et calme. J'avoue, j'ai beaucoup de mal à marcher avec les gros bavards qui parlent tout le temps, parce que ça ruine un peu l'expérience. Pour moi, la rando en général c'est seul, car il vaut mieux être seul que mal accompagné. Plus sérieusement, j'aime bien les deux, mais il faut très bien s'entendre avec le ou les partenaires, et surtout avoir quasiment la même condition physique. Il me semble que c'est primordial pour avancer correctement.
Question numéro 5. Pour vous, la rando, c'est seul ou à plusieurs? Pourquoi? Et ben, c'est surtout seul, parce que si je devais attendre de trouver du monde pour aller là où je voudrais aller, quand je voudrais y aller, sous le mode où je voudrais y aller, que je sois capable de suivre, qu'il soit capable de me suivre, que je supporte et qu'il me supporte, bah, je partirai jamais. Donc déjà, voilà, la raison du solo, c'est pour ça. Maintenant, si je trouvais mon double cosmique qui fait tout comme moi, qui a tout envie de tout faire, etc., bah oui, ça serait super. Mais bon, tout le monde ne trouve pas son double cosmique pour faire ses grandes randos. Et le faire tout seul, se lancer tout seul, ben c'est quand même plus simple, il y a moins de coordination. Et puis aussi, j'aime bien ce temps passé en tête-à-tête avec moi-même. C'est super, ça permet de faire son introspection, ça permet de dialoguer avec soi, de se comprendre, je trouve que c'est précieux. Voilà, ces moments de solitude sont précieux dans la découverte de soi. Maintenant, la solitude, elle pèse aussi quand on marche longtemps. Et donc quand on en est à marcher 2 jours, 3 jours, 5 jours, une semaine, sans voir personne, sans rencontrer personne, sans parler avec personne, ça pèse. Et donc là, on se met en recherche de quelqu'un avec qui socialiser, avec qui échanger. On a des informations comme quoi il y aurait un randonneur plus loin à X heures, jours de marche devant, on va accélérer le pas pour essayer de le rattraper. Ou quand on en voit un qui arrive, on va essayer de discuter, on va essayer de marcher un peu avec. Voilà, on va essayer de partager. Et donc quand on est tout seul, oui, au bout d'un moment, oui, on crève de pouvoir retrouver une vie sociale, de pouvoir retrouver des échanges. Mais une fois qu'on se retrouve à nouveau en groupe, qu'on marche à plusieurs, qu'on partage, c'est super sympa, c'est bien, etc. Mais au bout de quelques heures, ou quelques jours, on a envie de retrouver sa solitude, son intimité, sa liberté dans la façon de marcher, le choix des pauses, les objectifs de la journée, le choix des bivouacs, etc. etc. Et c'est une alternance. C'est une alternance. Quand je suis tout seul, j'ai besoin de rencontrer du monde. Et une fois que j'ai rencontré du monde, j'ai besoin de redevenir tout seul. Pas facile, hein? Okay, so I do mostly backpacking with lightweight tents. Like I said, I love the experience of waking up in the backcountry, just exploring spaces that hardly anyone else touches, far from roads, routines, and schedules. I do some day hikes too, but I'm most myself when I'm out there for a few days at a time, and everything I need is right on my pack, right on my back, in my pack. Mi sacarando. That was a little Spanish, a little English, and a little French. Donc notre grand trip, ce qu'on aime le plus, c'est de faire des grandes randonnées. On a déjà fait énormément de grandes randonnées, GR4, GR3, GR6, GR9, beaucoup de boucles aussi, même des fois des choses un peu difficiles. Mais on aime l'itinérance pour changer de paysage d'un endroit à l'autre et découvrir une région. Enfin bon, c'est très intéressant. Ce qui ne nous empêche pas de faire des petits bivouacs d'entraînement et aussi des randonnées à la journée de temps en temps. On en fait assez régulièrement, même en hiver. On en fait toutes les semaines. Toutes les semaines. On habite en montagne, hein, donc on aime ça, quoi. Sauf aléa, mais on en fait toutes les semaines, voilà. Jusqu'à, on vous a dit au départ que nous étions retraités, mais même avant, hein. Mais c'est assez récent. Et en fait, jusqu'à présent, on ne disposait que de 4 semaines
voilà, pour faire un trajet au long cours. Donc ça représente 25 ou 26 jours de marche, le maximum qu'on est enchaîné. Voilà, on a des projets pour faire pas beaucoup mal, plus. Ouais, pour faire beaucoup plus. Mais on aime marcher au long cours, mais aussi complètement les randonnées. Alors pour la question bivouac gîte, on était qu'en gîte avant et on est passé en allégeant nos sacs au bivouac, grâce à YouTube d'ailleurs. Je sais pas si ça allège vraiment. Mais on fait du mixte. On fait du mixte, c'est-à-dire qu'on s'adapte aux conditions. C'est-à-dire on aime bivouaquer, on aime camper, mais s'il pleut trop, s'il y a des mauvaises conditions, s'il y a du danger, on va chercher à aller dans du dur parce que la vie c'est important, on n'a pas envie de la perdre en rando, quoi. Donc on est assez prudent et on n'a pas on se sent pas obligé d'un mode d'hébergement. Et même ça nous est arrivé de prendre le train pour éviter certaines difficultés, par exemple. C'est pas, on part, on réserve rien. Quand on part sur une grande randonnée, on réserve rien. On réserve plus, ouais. Ça nous donne une grande liberté et ça nous oblige à nous adapter en permanence. Donc l'hébergement, c'est pas, on va pas dire allez on part, on fait que du gîte ou alors on fait que du bivouac. On dit on part et puis on verra bien ce qu'on va faire. Voilà, c'est l'adaptation en fait. On a traversé toute la France par le GR6, on est parti sans réserver d'Arcachon, on est arrivé à Othon. Et la première année, on a fait plus de camping parce que les temps s'y prêtaient. La deuxième année, on a eu que de la pluie, donc on a été beaucoup dans du dur. J'ai porté le matériel d'autonomie, le matériel de bivouac, je l'ai porté pendant 25 ou 26 jours, mais on l'a utilisé 2 fois. On l'a utilisé 3 fois, voilà, mais c'est comme ça, on a de l'ultra léger, donc bon, pas gênant. Si on cherche une idée sur le thème de la journée internationale du 24 mai, on pourrait dire l'humidité. Aujourd'hui, c'est la journée de l'humidité. On est parti ce matin assez tôt, 6h15, pour essayer d'arriver sur les Gouelles avant midi. On est dans la brume, 100% d'humidité ressentie. Bon, on a dormi au sec, évidemment. Un peu trop de confort peut-être. Patricia a voulu nettoyer, rincer son t-shirt. Et ben, ce matin, il était immétable, absolument impossible à sécher. Bon, la montée, pour l'instant, ça va, sauf qu'on voit rien, évidemment. Mais je pense que ça va être comme ça tout le long, très régulier et assez direct. On a pris la montée la plus directe, le 6A. Donné 5 heures de montée en bas. On verra quand on sortira de cette brume. Je pense que le soleil sera radieux, pas très chaud mais radieux. On les voyait d'un peu plus loin, on les imaginait plus hautes que ça. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Allez, encore un quart d'heure. J'espère que vous n'avez pas pris le mal de mer là. Je suis pas un pro de la cadrage non plus. Je pratique toutes les randonnées, que ce soit à la journée, en itinérance, en cabane, en bivouac,
Je pense qu'en fait, je pratique la montagne et pas forcément un type de randonnée. Je peux même faire un petit peu de trail ou autre. Donc, j'ai pas forcément de... Je pratique tout ce qui se fait autour de la randonnée, que ce soit à la journée, en itinérance, en cabane, en bivouac, etc. Et je pense que le fait que j'habite à 1 heure de la montagne, ça facilite grandement les choses pour faire de la journée, un bivouac une nuit, de l'itinérance, un peu tout, puisque je pense qu'une personne qui habite plus loin des montagnes va aller optimiser et plus partir sur des séjours ou des itinérances de plusieurs jours pour optimiser son temps en montagne et pas faire des allers-retours en transport. Donc question 6, quel type de randonnée pratiquez-vous? À la journée ou en itinérance, bivouac, gîte, et pourquoi? Alors on pratique en fait un peu de tout. Hein. On fait à la journée, en bivouac. Ou en bivouac, ça dépend. Ouais. Après moi j'ai une petite préférence pour les randonnées en bivouac, parce qu'en fait moi ce qui me plaît c'est l'aventure, c'est partir plusieurs jours comme ça en itinérance, et on voit plein de trucs, je trouve que on voit beaucoup plus de trucs, quoi. Enfin, voilà, plutôt qu'à la journée. Après, on voit différents paisages, voilà. Tandis qu'à la journée, il faut penser à faire demi-tour. Voilà. Bon, après, voilà, Aurore, c'est plus à la journée, on va dire, et puis moi, c'est plus le trek, plus partir plusieurs jours, trucs comme ça, quoi. T'avais un truc à dire? Il y a du vent. Ouais, je sais, bon, après, je pense que ça donnera rien. Je sais pas, on verra. Et les enfants? À la journée, en bivouac ou en gîte? Je préfère en gîte. Parce que comme ça, là, on est plus... C'est la maison, gîte va être chauffée. Et parce que quand on est en tente, quand on sort du sac de couchage, on a hyper froid. Donc pour moi, je préfère les gîtes. Et après, sinon, ils font penser au retour pour... si c'est à la journée, et donc moi de préférence les gîtes. Moi je préfère les gîtes parce que les lits sont plus confortables, et puis il y a surtout des toilettes et la douche. Sinon moi j'y arriverais pas trop à décrire pourquoi. Ouais, c'est sûr qu'en bivouac, il y a des hauts, il y a des bas, c'est dur. Et puis en fait, c'est ça qui nous fait des bons souvenirs, quoi. Enfin, le gîte, on a déjà testé le gîte avec les enfants. Le problème, c'est que quand on se promène, on prend notre temps qu'on veut visiter, que d'un seul coup, on se rend compte qu'il nous reste encore 15 km pour arriver jusqu'au gîte et qu'il est déjà tard le soir, que les enfants, ils en ont plein les jambes. Là, on n'a pas trop le choix, il faut y aller. Donc ça, c'est l'inconvénient du gîte, c'est que on est obligé d'aller d'un point A en point B, et que si jamais on a envie de s'arrêter avant parce qu'on a trouvé un super endroit, non, on peut pas. On pratique tous les formats de randonnée. Hein. Donc à la journée, maximum c'était le trek de 7. C'est les écrins 7. 7 maximum qu'on a fait. 6 nuits quoi. Je pense. Oui 6 nuits, voilà. Bon, on pourrait aller au-dessus, mais après nous on a un trek un peu différent. C'est que. Après il faut emmener toute la nourriture. Voilà, c'est ça. On descend pas. Si on ferait le tour des écrins, on peut se ravitailler, donc c'est un peu différent. Nous, on préfère le côté... que c'est en autonomie totale. Autonomie totale, quoi, ou semi-autonomie. C'est-à-dire de temps en temps un petit refuge, quoi, pour manger. On privilégie le bivouac parce que, loin des gens, du bruit, toujours le fameux bruit, quoi. Hein, et puis, on n'a jamais fait de refuge, sauf pour manger. Pour dormir, hein. Oui, voilà. Pour dormir, on n'a jamais fait de refuge, quoi. Donc, nous marchons entre 6 et... 7 à 8 heures, des fois. Ouais, ça arrive, 6-12 km, mais on n'est pas des grands marcheurs. On va pas faire 20 km, mais ça nous arrive de faire 20 km. Mais en moyenne, on prévoit toujours 10 km, quoi. On marche le matin... On va doucement. Ouais, 3 heures le matin, 3 heures commence pas tôt déjà. Ouais, déjà on souvent, commence c'est 8h30, 9h le matin qu'on part. Et on finit souvent pour 18, 19 maxi. Disons, on considère qu'on est en vacances, donc on fait ça très, très cool. Alors, ça peut nous arriver de faire 17 km parce que il pleuvait et c'était le dernier jour, donc voilà, on fait 17 km. Après, on ferait pas... Allez, on va pas faire 20 km tous les jours, voire 25 ou 30, quoi. Voilà, c'est pas possible pour nous, déjà. Non, on prend ça vraiment
petites distances, quoi, on va dire 10. Prends notre temps. Voilà, on est marche, toujours dans les on temps. Voilà, mais on va pas aller plus loin. De toute façon, le but du bivouac en autonomie, c'est de s'arrêter quand on a envie de s'arrêter et de partir à 8h, 9h, enfin 9h. Quoi. Et puis voilà quoi. On va pas faire des records. Voilà, on prend le temps de vivre, de regarder, de prendre des photos, filmer. Et puis des fois, on est capable de regarder une marmotte pendant un quart d'heure. Voilà, Profite du moment. Profite du moment. Voilà, c'était le petit plus. Alors, j'ai un peu tout fait. C'est-à-dire que j'ai eu fait beaucoup de randonnées à la journée, du bivouac j'en ai fait aussi, en gîte ou en tente. Et pourquoi? Eh bien en fait c'est un peu comme la rando seul ou à plusieurs, c'est que c'est plusieurs aspects totalement différents de la randonnée. À la journée c'est facile, on part, on rentre. Quand on part sur plusieurs jours, c'est une autre organisation, c'est une autre préparation. Et s'organiser, préparer, c'est aussi énorme quoi. C'est génial à tout prévoir. Qu'est-ce qu'on va amener, qu'est-ce qu'on va avoir besoin, et ça c'est superflu ou pas, et ça est-ce que je sacrifie ce confort là ou pas, enfin voilà. Tous ces modes de rando sont géniaux, je les adore tous. La rando à la journée quand on n'a pas beaucoup de temps, ou quand on a quelque chose d'autre à faire, ou enfin voilà, quand on a plus de temps et qu'on a la forme, la santé évidemment, sur plusieurs jours c'est génial aussi. Je me souviens d'une petite anecdote où je me réveille de la tente, bon il était 4 heures pour aller pisser, hein. Je sors de la tente, j'ai jamais vu un ciel étoilé aussi merveilleux. Il n'y avait pas une seule lumière polluante. C'était un ciel étoilé, il n'y avait pas la lune, c'était un ciel étoilé presque lumineux. Des millions de petites étoiles partout. C'était, je l'ai encore dans la tête, cette image, c'était incroyable. Alors moi, je pratique de la randonnée sur plusieurs jours, donc des treks. Je randonne aussi à la journée dans mon coin, donc chez moi, dans l'Avesnois, c'est dans le nord, ou dans les Ardennes, ou dans les Vosges. Et l'été, souvent, j'essaye de faire un gros projet. Donc là, mon projet sera sur plusieurs années. Mais là, par exemple, l'année dernière, j'ai fait le GR65 chemin de Compostelle. Je suis parti faire 750 km en 28 jours. Donc, je suis très bien à la journée et sur de long terme. Après, j'évite maintenant les gîtes. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu 3 mauvaises expériences dans les écrins. Et depuis ce temps-là, je suis refroidi. Donc sur le GR65, j'ai dû dormir de temps en temps dans des gîtes. Mais j'ai essayé de pouvoir planter ma tente quelque part. Entendre les gens ronfler. Alors moi, je ronfle et en plus, j'entends les autres ronfler. Donc je dors très très mal quand c'est comme ça. Donc je préfère dormir dans ma tente, en bivouac ou en camping. En camping, ça permet aussi de pouvoir... d'avoir de l'eau, des toilettes, et puis de prendre une bonne douche. Surtout prendre une bonne douche. Quel type de randonnée pratiquez-vous à la journée ou en itinérance? Pourquoi? Alors je pratique tout type de randonnée, des randonnées à la journée, oui. Pour explorer, quand tu es en vadrouille, en road trip, j'aime beaucoup. Après le problème, moi, c'est que j'ai une très bonne mémoire visuelle, donc c'est vrai qu'autour de chez moi, j'ai tendance à rapidement tout connaître autour d'un certain rayon et à m'en lasser. C'est pourquoi je préférais parfois partir un peu plus loin et souvent partir au moins 3 jours. Je trouve ça bien d'avoir au moins une coupure avec une journée entière, parce que t'as pas à penser à un moment où est-ce qu'il faudra que tu fasses ce soir, un retour, je sais pas, d'avoir au moins une journée entière. Et puis j'aime bien faire au moins quelques fois par an des longues itinérances sur plusieurs semaines. Alors là, selon les possibilités, les projets, les copains dispo. Alors le type de rando que je pratique actuellement, c'est à la journée.
Parce que j'ai pas forcément le temps de partir quelques jours. Avec le boulot et la vie de famille, c'est pas facile. Mais je commence à acheter petit à petit du matériel pour pouvoir faire à l'avenir quelques bivouacs à faire à suivre. Question 6. Quel type de randonnée pratiquez-vous? À la journée ou en itinérance? Bivouac, gîte? Pourquoi? Bon, des petites balades à la journée, j'en fais autour de chez moi pour m'entretenir. Mais mon grand truc, c'est l'itinérance. C'est de partir en liberté pendant X semaines, mois, découvrir un pays, un massif, le traverser de part en part. C'est voilà, c'est comme ça. Entre bivouac et gîte, c'est bivouac principalement, même si je crache pas de temps en temps sur un abri en dur. Il faut respecter un peu une alternance entre les bivouacs et puis les cabanes ouvertes, non gardées de préférence, et puis de temps en temps, oui, un refuge, un gîte, un hôtel, histoire de prendre une douche chaude, de laver ses affaires, de réparer des trucs, etc. Mais voilà, principalement, l'idée c'est le bivouac. Pourquoi le bivouac? Parce que il apporte une liberté de mouvement. Quand on a la liberté de bivouaquer là où on le juge bon, on n'est pas contraint par la réservation d'un hébergement, on n'est pas contraint par des heures d'arrivée, des heures de dîner, des heures de départ avec le petit déjeuner. On peut continuer à marcher le soir si on en a envie, quand tout le monde s'est réfugié pour ce cas de dire, dans les refuges et qu'il n'y a plus personne sur le chemin. Quand soi-même on bivouac, chaque matin, chaque soir, on a le chemin pour soi. Alors, bivouaquer n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est le moyen de pouvoir partir plus tôt, finir plus tard, ne pas être contraint par des lieux fixes. Et en faisant comme ça, on peut faire des journées aussi longues que l'on veut. On peut aller plus loin, plus vite, et vraiment en immersion dans l'environnement. Parce que finalement, partir de chez soi, si c'est pour dormir sur un matelas, s'asseoir à une table et avoir un entrée, plat, dessert, boisson servi par le personnel, oui, c'est sympa d'aller au resto ou d'aller à l'hôtel de temps en temps, mais si on est parti marcher, le grand truc c'est quand même d'avoir sa bouffe sur le dos, sa maison sur le dos, d'avoir sa liberté ou sa semi-autonomie. Favorite terrain? Oh, mountains and rivers are my favorites. I've had some breathtaking experiences in the Canadian, American Rockies, the Andes of Bolivia and Peru. There's just something, for me, there's just something about waterfalls and summits that just take my breath away and help me realize my purpose in life. Donc nous, on n'a pas de randonnées particulières qu'on aime particulièrement. On les aime toutes celles qu'on a fait, on les a aimées. On a randonné en plaine, en montagne, en milieu littoral, etc. On aime la montagne aussi. Hein, le Massif central est quand même un endroit qu'on aime. Un endroit privilégié pour les randos, c'est propice. Hein, il y a tellement de chemins. Il y a tellement de chemins. Puis les paysages sont beaux. Le Massif central est quelque chose vers lequel on peut se retourner si on a besoin d'avoir une idée à courte échéance. Voilà, parce qu'on sait qu'on trouvera. Voilà, nous on est aux portes
On est donc au sud de Grenoble, donc on est aux portes du Vercors, du Trièves. Donc derrière nous, il y a le Dévoluy, et le Buèche aussi. Au fond du Trièves, voilà, il y a le Buèche. Donc c'est des endroits qu'on aime beaucoup, qu'on a parcouru dans tous les sens, le Dévoluy, le Buèche, le Diois. Et puis le Vercors, Beldonne, la Chartreuse. Et c'est marrant parce qu'on a traversé par exemple le Vercors au cours du GR9. On avait beaucoup marché dans le Vercors, l'hiver, l'été, enfin bon, on en a fait comme pas mal. Et ben, en itinérance, le Vercors, on l'a pas vu de la même façon. C'est-à-dire qu'on peut traverser une région qu'on connaît en itinérance, on le verra jamais comme des randonnées à la journée. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est une façon différente de voir les choses. Et d'ailleurs, cette année, on a fait une itinérance longue, sur un itinéraire qu'on a inventé, qu'on a créé à partir de 2 itinéraires existants. Donc, on a fait Buèche Dévoluy en 10 jours. Et donc, c'est des endroits où on avait pratiquement marché partout. Et ben, le fait de le faire en boucle sur 10 jours, ça n'a rien à voir. Donc, bon, on va vous dire quand même que le Dévoluy et le Buèche, c'est des endroits qu'on aime vraiment, vraiment et qu'on a arpenté sous toutes les coutures. C'est des beaux massifs. Alors moi, j'aime beaucoup l'étage alpin, c'est-à-dire les pelouses alpines, donc quand il n'y a plus d'arbres, mais qu'il y a encore de l'herbe, ou l'étage nival. L'étage nival, c'est au-dessus, il n'y a plus d'herbe, il n'y a que de la caillasse. J'aime beaucoup l'étage donc alpin et nival où il y a de l'herbe, des étendues de prairies, on va dire, d'altitude, et la caillasse où il n'y a que du minéral. J'aime beaucoup. J'aime un petit peu moins la forêt, je vous avoue, l'étage montagnard, être dans la forêt, j'aime pas trop. On voit rien. Et par contre, j'aime bien être au-dessus de la forêt et d'avoir la forêt en dessous de moi, c'est vraiment très très joli. Même si en forêt, il y aura d'autres choses qu'on ne verra pas dans d'autres étages, comme la faune qui est un peu plus présente en forêt. Un endroit en particulier en montagne que j'aime bien, les Pyrénées. De toute façon, je connais principalement ça. Je suis déjà allé dans le Vercors, c'est très très joli ici. J'ai été également très surpris sur la chaîne pyrénéenne de découvrir Font-Romeu avec les Pyrénées-Orientales, puisque Font-Romeu, en fait, c'est une station et la ville est à 1700 mètres d'altitude et c'est un plateau à 1700 mètres, alors que nous, ici, dans les Pyrénées-Atlantiques et en Vallée d'Ossau, Vallée d'Aspe, c'est très encaissé. Les villages s'arrêtent à 1800, allez, 1200 pour les plus hauts. Et après, c'est vraiment très abrupt et on n'aura pas de plateau, c'est direct des sommets. Donc ça m'avait vraiment surpris au niveau de Font-Romeu. J'avais trouvé ça très agréable pour des randonnées en famille, faire des balades assez faciles. On a des grands plateaux avec des pins, des arbres, etc. Donc c'est vraiment agréable, je trouve. Mais chaque lieu a son intérêt. Question 7. Quel est votre type de terrain privilégié pour randonner? Citez 1 ou 2 endroits préférés que vous avez randonné. Ben après, ouais, ici, comme dit, c'est magnifique déjà au bord de mer, là où on est. On randonne plutôt à la journée, on fait pas vraiment des treks parce que c'est à côté de la maison, quoi. Et qu'il n'y a pas d'eau. Et qu'il y a très très peu d'eau ici dans le sud, c'est super compliqué, il faut faire les ravitaillements. Quand on fait des randos, ça nous a déjà arrivé de faire des treks ici, mais on est obligé de se trimballer des fois des 6 litres d'eau sur nous. C'est super compliqué, donc voilà, sinon... Le Queyras, c'était magnifique, des paysages à couper le souffle et chaque jour un paysage différent. Et après, j'ai quand même encore une préférence pour l'Auvergne. C'est magnifique l'Auvergne. D'ailleurs, l'Auvergne, on va y retourner cet été, on va faire le GR400, c'est prévu le GR400. Donc voilà, je vous laisserai vous abonner à la chaîne et puis pour être informé des nouvelles vidéos. Et puis normalement, ça sera dessus dans pas longtemps. Et vous préférez quelle randonnée ? Moi, je préfère la randonnée où il y avait les champs de cerisier, là. Champs de cerisier, dès qui a mangé, toi Comment il s'appelait Le Vaucluse. Ouais. J'ai aussi adoré la randonnée du ruisseau, là. Là où il y a des ruisseaux. Oui, une randonnée où il y a bien de ruisseaux. Et pas sec. Et pas sec. Et idéalement aussi des grosses cascades. Alors, pareil que Cédric, la rando où il y avait plein de ruisseaux à côté avec une grande rivière aussi. Mais bon, en ce moment, il y a plus trop d'eau. Ouais, donc c'est ce que vous expliquez un petit peu sur la chaîne. Voilà, en fonction de trouver des points d'intérêt, c'est intéressant pour les enfants, tout ça. Si vous avez des enfants, faut les intéresser. Faut les intéresser, trouver des points d'intérêt. La randonnée, c'est notre passion. Il faut leur divulguer notre passion, mais après avec des points d'intérêt qui plaisent à tout le monde.
Et effectivement, c'est toujours ceux qui ont le plus de difficultés à marcher qu'il faut intéresser le plus. Donc c'est à eux qu'il faut penser le plus. Quel est leur centre d'intérêt? Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir? Des paysages. Pour nous, nos enfants, c'est l'eau. Ils adorent l'eau, les ruisseaux. Donc on essaye toujours de faire des randonnées avec beaucoup de ruisseaux, comme au Queyras. Alors, nos terrains privilégiés, c'est toujours au-delà de 1800 mètres, sur des terrains accidentés. Toujours. Oui, enfin, c'est notre préférence. Oui, oui. C'est pas toujours, mais on évite les itinéraires trop fréquentés. Nos terrains, un peu tout, hein, on a quand même des fois des petites difficultés. Ouais, on adore la difficulté, de toute façon. Ça arrive. Voilà, les névés, tout ce qui est, c'est pas de l'alpinisme, hein, mais c'est les roches, voilà. Un petit peu d'escalade entre guillemets. C'est pas. Donc, on s'est entraîné pour ça. Faut pas non plus. Voilà, avant, on n'est pas parti comme ça sans. Derrière nous, on a quand même. Ouais, on a de l'expérience. Bon, ça, j'en reparlerai sur une vidéo perso, quoi. Si vous avez envie, quoi. C'est le même problème. Préféré, moi, j'aime bien la vallée du Bail. Ouais, les écrins, Beldon. Alors moi, j'ai une préférence. C'est Beldon quand même, le plus joli que j'ai vu. Les écrins. Et puis après, de toute façon, c'est toutes les Alpes. Il n'y a pas de tout ce qui est au-dessus de 1800 mètres, quoi. C'est toujours beau. Voilà, et puis on n'a jamais fait les Pyrénées, donc ça sera la surprise de cet été, je pense. Allez, on va. Alors, mon type de terrain privilégié, ça va être la montagne, moyenne et haute montagne plus précisément.
parce que c'est vraiment des terrains que j'adore, des points de vue que j'adore, la flore que j'adore. Il y a tous ces points-là, surtout dans la moyenne montagne où on trouve encore beaucoup d'arbres, de forêts. Et ça va être des sentiers qui sont plus ou moins cassants, plus ou moins sinueux, enfin des sentiers où on ne s'ennuie pas. Vous voyez, à contrario, j'aime moins les longues pistes plates, toutes droites, là où on peut s'ennuyer, on a l'impression qu'on n'avance pas. Enfin voilà, le genre de terrain que j'aime. Et les randos, par exemple, celles qui me viennent en tête, ça va être l'étang de Contes, qui est d'une beauté incroyable et pas tellement difficile en fait. Et ensuite, là par contre j'étais en forme, c'était les étangs de Bassiès. Vraiment magnifique aussi. Ces deux randos, vous les retrouverez sur ma chaîne si elles vous intéressent, hein. Mais vraiment, si vous êtes dans l'Ariège, je pense que c'est vraiment des randos que vous pouvez faire et que vous devez faire parce qu'elles sont vraiment incroyables. Oh, moi, je suis plus montagne, hein, quand même, voilà. Alors, en dehors des Vosges, parce que sinon je pourrais vous bassiner pendant des heures avec ça. Alors, j'ai pas fait énormément de massifs non plus. Mais il y a un coin de France que j'aime beaucoup et où je vais assez régulièrement, c'est l'Ardèche. Il y a une diversité de paysages là-bas, c'est impressionnant. Et puis, on arrive quand même à trouver encore des milieux sauvages. Même en plein été, en pleine saison touristique, je peux vous assurer qu'il y a des endroits où il n'y a pas grand monde qui se déplace. Et c'est des paysages fabuleux. Voilà, enfin, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour en Ardèche, vous ne serez pas déçus. Moi, je randonne beaucoup en montagne. J'aime bien, j'adore la montagne. J'adore la montagne. Les difficultés de pouvoir, on va dire, avoir le col à grimper. Vous arrivez au pied et vous avez 600 mètres à grimper. Et quand vous arrivez là-haut, vous faites waouh. Voilà. Bon, de temps en temps, vous faites pas waouh, parce que de temps en temps, bah, il y a une autre montagne derrière et voilà, c'est moins beau. Mais ou autrement, après, chez moi, c'est beaucoup à la campagne. Pas de randonnée urbaine. C'est très peu, même si beaucoup de randonnées. Dans les chemins de campagne, vous passez par des villages, mais c'est pas en ville. Question 7. Quel est votre type de terrain privilégié pour randonner ? Alors, quant au type de terrain, eh bien, moi j'adore le calme. J'aime quand c'est préservé, quand il n'y a pas de bruit, quand il n'y a pas de foule. Donc des fois le mieux, c'est les coins les moins peuplés de France. Donc j'ai beaucoup sillonné le Morvan par exemple. J'ai beaucoup aimé les Vosges du Nord aussi. Et la traversée des Pyrénées, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait un mois de trek tout seul dans les Balkans aussi. Et j'aime bien qu'il y ait un sentiment d'aventure, de lâcher prise et surtout que ce soit pas peuplé de touristes à tout va. Moi ça me ruine un peu mon expérience aussi. Donc quelque chose d'immersif où on croise des gens qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Alors mon type de terrain préféré en rando, c'est les sentiers forestiers. Alors j'adore le parfum des arbres, le sol matelassé par les feuilles, la fraîcheur de la forêt, le chant des oiseaux, bref que du bonheur. J'ai pas vraiment un endroit précis préféré, car toutes les forêts sont différentes et tellement magnifiques à explorer. Alors clairement, les montagnes. Je ne veux pas en faire une généralité, mais c'est surtout parce que mon temps libre est surtout en été. Et en été, je préfère aller en altitude pour échapper aux grosses chaleurs. Si j'avais du temps disponible aux intersaisons, j'apprécierais beaucoup les chemins de campagne et les traversées plus en plaine. Mais oui, mon terrain préféré, ce sont les montagnes. Alors les montagnes, ça a été les traversées des Pyrénées. J'en ai fait 3, traversée des Alpes, Alpes françaises et tout l'arc alpin. Traversée de la Norvège, essentiellement par les montagnes. Voilà, c'est les petites promenades que je me permets de faire, grand chanceux et privilégié que je suis. Ensuite, au-delà des montagnes,
c'est le concept de la traversée. Pour partir, j'ai besoin d'avoir vraiment un point de départ qui a une signification, un point d'arrivée qui a une signification. Alors dans les Pyrénées, c'est tout simple, hein, on va de l'Atlantique à la Méditerranée, ou de la Méditerranée à l'Atlantique. Il y a vraiment une barrière naturelle, sinon il faudrait le faire à la nage, ça serait plus de la randonnée. Mais sinon, voilà, il faut vraiment trouver un thème. Il faut vraiment trouver un point de départ, un point d'arrivée, de façon à ce que ce soit une odyssée, de façon à ce qu'il y ait une arrivée vraiment naturelle, claire, sans ambiguïté, qu'on ne soit pas à se dire oh, je serais bien allé un peu plus loin, j'aurais bien fait un peu plus, ou alors à l'inverse, pourquoi je m'oblige à aller jusque là, etc. Donc vraiment voilà, quelque chose de bien cadré, un point de départ, un point d'arrivée. Ensuite, il faut que ça reste de la randonnée. Moi, je ne m'engage que sur des itinéraires pour lesquels je dispose d'une trace déposée, en particulier sur OpenTopo, de façon à être sûr que il y a quelqu'un qui est passé par là, même si c'est pas balisé, même si c'est juste un maigre cairnage. Voilà, j'ai au moins besoin de ça. Le hors-sentier, j'en fais de temps en temps, mais le hors-sentier dans les traversées, ça peut être très chronophage. Le temps passé à s'orienter, à faire des demi-tours, enfin, etc., à chercher son chemin. Et dans une traversée, le temps compte de la même façon. Je préfère les cols au sommet. C'est-à-dire dans la traversée, bah oui, pour passer d'une vallée à l'autre, on passe par un col. En général, on ne passe pas par les sommets. Les sommets, bien souvent, ce sont des allers-retours, c'est du dénivelé supplémentaire, ça prend du temps, et c'est un détour, c'est un écart, c'est un pas de côté par rapport à la traversée. Donc, je suis pas très orienté sommet. D'ailleurs, j'ai le vertige, donc ça m'arrange bien.